A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salam la famille. C'est votre frère, votre ami. Toujours Touré Isiaka du Bois-Troma la différence. La famille. On a fait toujours. Nous, les enfants du Nord, nous, les militants du président Alassane Ouattara, nous, les dignes fils du président Alassane Ouattara, on serait toujours là pour éclaircir, pour montrer la voie et le chemin de la vérité à nos compatriotes. Toujours là pour montrer le chemin de la vérité à nos militants. Toujours là pour montrer le chemin de la vérité à les enfants du Nord. Chers parents, comme on vous a toujours dit, je vous ai dit ici, cette vidéo-là, je vais réfléchir la mémoire de l'opposition ivoirienne. Je vais rappeler ici et interpeller le gouvernement du président Alassane Ouattara. La famille, sans plus tarder, on va aller droit au but. Vous savez, moi j'ai toujours dit ici que nous les enfants du président Alassane Ouattara, nous ne sommes pas obligés de ressembler à notre papa. C'est-à-dire, un enfant là, tu n'es pas obligé de faire comme ton papa. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que le crocodile là, quand il fait enfant là, le crocodile fait beaucoup d'enfants. On dit que ce n'est pas tous les enfants du crocodile qui deviennent crocodile. C'est-à-dire, il y a d'autres qui deviennent caïman, il y a d'autres qui deviennent marguillat, il y a d'autres qui deviennent serpent, il y a d'autres aussi qui deviennent poisson. C'est un proverbe de chez nous qui dit ça. C'est-à-dire, dans une famille, là, quand tout le monde est bon, là, tous les autres familles viendront chier sur la tête de votre famille. Dans une famille, il doit y avoir des ménages. C'est-à-dire, il doit y avoir des sages et il doit y avoir des moins sages. Il doit y avoir des voleurs. Il doit y avoir des moins voleurs. Voilà. Excusez-moi, j'avais un appel, il fallait couper l'appel. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, dans une famille, là, il faut forcément des mélanges au sein de cette famille. Sinon, que tout le monde viendra chier sur votre tête. La famille, partagez bien la vidéo pour que ça arrive là où on veut que la vidéo arrive.
Et puis n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Facebook et sur mon compte YouTube. Compte YouTube qui est Touré Isiaka RHDP et la page qui est Touré Isiaka RHDP Paris. Abonnez-vous massivement et puis bon voilà. Et partagez bien le direct. La famille, je vous ai toujours dit ici, nous ne sommes pas obligés de faire comme notre papa. On n'est pas obligé. Parce que face à, tu sais, quand on est en face de nous, quand on a des voyous politiques. En face de nous, quand on est en face, c'est-à-dire des délinquants politiques, des voyous et des bandits politiques, c'est-à-dire des coupeurs de route politiques, quand il y a ces gens d'ordure en face de toi, il ne faut pas toujours aller avec la sagesse. Il ne faut pas toujours aller avec la douceur. Il ne faut pas toujours aller avec des compréhensions. C'est-à-dire souvent, il faut taper dur et il faut aller avec la force. Il faut souvent aller avec la violence. Parce qu'en face de toi, ce ne sont pas des humains qui sont en face de toi. C'est des délinquants politiques, des voyous politiques, n'est-ce pas, des illettrés politiques, des villageois politiques qui sont en face de toi. Et chose que nous venons interpeller ici tous les jours. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, disent non, Touré Isiaka, vous aimez la violence, Touré Isiaka, allez-y doucement. Nous ne sommes pas violents. Nous sommes toujours en légitime défense. C'est ce que nous on veut que vous compreniez. Nous sommes toujours en légitime défense. Parce que c'est nous qui se font toujours agresser. Et non, nous qui agressons. Nous ne sommes pas les agresseurs. On nous agresse et nous, on vient se défendre. Donc, j'aimerais qu'on essaye de faire les parts des choses. Voilà. C'est nous qui sommes toujours des victimes. Et nous, on est toujours en défense, en légitime défense. La famille. Moi, Touré Isiaka, je vous ai toujours dit ici. J'ai toujours dit à les militants du RHDP, excusez-moi, parce que pour ne pas faire des erreurs et oublier souvent de certaines choses, j'ai toujours dit ici que le plus grand échec, c'est-à-dire le plus grand échec politique de notre très cher papa Alassane Ouattara, sinon autrement dit, je dirais le plus gros, c'est-à-dire le plus grosse erreur politique du président Alassane Ouattara. Quand tu vas demander à les enfants, à les fils des RHDP, à les militants des RHDP, ils vont te dire qu'il n'y en a pas. Si le plus grosse erreur politique du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire le grand échec politique du président Alassane Ouattara, c'était le fait d'empêcher la rébellion d'assassiner Laurent Gbagbo. C'était une grosse erreur politique de la part de notre cher papa. Sa gentillesse, s'est retournée contre lui. J'ai toujours dit ça ici. Le président Alassane Ouattara, pour tous ceux qui ont suivi la rébellion et pour toutes personnes qui ont participé à la rébellion, savaient très bien que, c'est-à-dire dans le programme de rébellion, Gbagbo ne devait pas vivre. C'est-à-dire tout le monde pouvait survivre, sauf Gbagbo. Ça, c'était décision de la rébellion. Mais voilà le président Alassane Ouattara, qui est élu chef d'État, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara qui tape dur sur la table et qui s'impose fermement à ce que la rébellion ne tue pas Laurent Gbagbo. La famille, je vais vous parler de la malhonnêteté et de l'ingratitude de Laurent Gbagbo et ses militants envers le président Alassane Ouattara. Envers leurs bienfaiteurs. Le président Alassane Ouattara qui s'impose et qui oblige la rébellion à ne pas tuer Laurent Gbagbo. Chose qui était le contraire d'un programme de rébellion. Parce que la rébellion était claire et ferme là-dessus. Il devait assassiner Laurent Gbagbo. Je me rappelle quand nous étions au Golfe, le président Alassane Ouattara, il dit fermement, si la rébellion avait reçu à atteindre Laurent Gbagbo avant que lui, Alassane Ouattara, soit élu président de la République,
là, il n'avait rien à voir. Parce que là, il n'avait pas de contrôle sur la rébellion. Mais comme maintenant, il est élu chef d'État, président de la République de Côte d'Ivoire, il ne veut pas la mort d'un ancien chef d'État sur son régime. Donc, il s'impose. Tout chef de guerre et tout élément qui va assassiner Laurent Gbagbo va faire face à la justice nationale ou internationale. Les chefs de guerre, à cette époque, voient vraiment que le message que le président Alassane Ouattara vient de lancer, c'est un message qui est vraiment sérieux. Et les gens restent sur les gardes. Ils font tout pour protéger Laurent Gbagbo. Ils font tout pour protéger la vie de Laurent Gbagbo et sa famille par ordre du président Alassane Ouattara. La famille, j'ai du mal. Ces jours-là, je vous avoue que je faisais partie ces jours-là des personnes qui voulaient la vie à le président à Laurent Gbagbo. Moi, je me rappelle, on arrive à la résidence privée, à la résidence de Laurent Gbagbo. Pour tous ceux qui étaient à la rébellion à cette époque-là, la rentrée principale de la résidence de Laurent Gbagbo, ils avaient des DCA, des bouches. Ces bouches, c'est le nombre de bouches là qui me trompe un peu. Je ne sais pas si c'était 4 bouches ou 2 bouches. C'est-à-dire des DCA, des 4 bouches, sinon 2 bouches qui étaient positionnés à la rentrée principale de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire un à gauche, un à droite, et puis il y avait passage au milieu. Qui prenait pour repousser les rebelles. À chaque fois quand la rébellion voulait atteindre la résidence de Laurent Gbagbo, ils mettaient ça en pratique pour repousser les rebelles. La famille, on arrête, on arrive à rentrer et je vois les chefs de guerre qui s'imposent vraiment, qu'ils appliquent les règles du président Alassane Ouattara. À ce que les gens ne tuent pas Laurent Gbagbo. La famille, on a tout fait, on voit vraiment que les chefs de guerre sont fermes sur leurs décisions. Je ne citerai pas les noms, tous vous avez vu ici. Ils ont essayé de protéger Laurent Gbagbo comme ils peuvent. C'est-à-dire, j'étais arrêté. Je dis, je n'en croyais pas. Je cours pour quitter la résidence de Laurent Gbagbo et je me rends au Golf Hotel. La rentrée principale de Golf Hotel, il y avait un chat blanc de casse bleue qui était positionné à la rentrée principale de Golf Hotel. Je suis allé me positionner là-bas. C'est-à-dire, la famille. Pour moi, je voulais venger ce que mes parents, ce que Laurent Gbagbo a fait subir à le nord. Je voulais venger ce que Laurent Gbagbo a fait subir à ma population du nord. Je voulais venger ce que Laurent Gbagbo a fait subir à nos mamans. Je voulais rendre le coup. Et j'en faisais partie de ceux qui voulaient ôter la vie de Laurent Gbagbo. La famille. Je vais me positionner là-bas pour attendre à ce qu'ils arrivent avec lui très rapidement. Les chefs de guerre arrivent avec Gbagbo. C'est le même scénario. Protection pas possible. C'est-à-dire sécurité pas possible. J'ai tout fait, tout. On n'a pas reçu. On nous empêche. J'ai tout fait. Je suis rentré dans la salle. C'est-à-dire, il y avait une grande salle de réception à l'hôtel de Golf. On est rentré là-bas. Toujours on cherchait des positions. Mais les chefs de guerre nous ont toujours empêchés. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés avec Gbagbo dans le couloir, le conduit dans sa chambre. On ne nous est pas autorisé à rentrer dans le couloir avec lui. Jusqu'à ce qu'on l'amène dans sa chambre. Je viens m'arrêter et je vois, on commence à venir maintenant avec ses enfants. Son fils qui est, comment on appelle ça? Son fils qui est député, je ne sais pas, il est maire à Yopougon là. Lui qui ressemble à Singe là. Lui, j'arrive avec lui, je suis arrêté, je regarde. Il ne m'intéressait pas. Parce que la personne qui m'intéressait à ce moment-là, c'était Laurent Gbagbo lui-même. On commence à venir avec les Simone et Yves, les enfants de Gbagbo. Et puis, on avait fait un rang comme ça.
les militaires, comme on appelle, tous les éléments étaient arrêtés à gauche et puis à droite, et puis il y avait passage au milieu, les gens ont commencé à leur donner des coups, mais les chefs de guerre les protégeaient quand même. On leur donnait des coups, d'autres les chitaient avec les pieds, jusqu'à ce qu'on rentre avec eux. Mais, je ne me suis pas intéressé à ça. En fait, j'étais découragé, dépassé. Je suis allé me coucher dans ma voiture, et puis, pour ceux qui ont fait Golf Hotel, vous savez qu'il y avait un espace, ils avaient encadré, je pense que c'était un terrain de basket. C'était un terrain de basket, c'était bien fait comme ça, et puis encadré avec des filets, il y avait des petits poteaux, et puis ils ont encadré avec des poteaux. En fait, les prisonniers des gars de Laurent Gbagbo, là, c'est là-bas qu'on les mettait dans l'hôtel de golf. Ma voiture était de l'autre côté, j'ai allé me coucher dans ma voiture, et puis j'ai commencé à réfléchir, je n'en croyais pas à mes yeux. J'ai dit le président Alassane Ouattara. J'ai commencé à réfléchir, à analyser le comportement, les faits et gestes du président Alassane Ouattara. J'ai dit le monsieur là, incroyable mais vrai. Le monsieur là qui donne la vie à Laurent Gbagbo. Pourtant, à sa place, si c'était Gbagbo qui était à la place du président Alassane Ouattara, et qu'ils avaient arrêté le président Alassane Ouattara comme ça, je vous jure qu'ils allaient attacher le président Alassane Ouattara vivant. Ils allaient attacher le président Alassane Ouattara vivant. Et sa femme, notre très chère maman Dominique Ouattara, qu'elle m'excuse ici, mais je vous jure que c'est la pure vérité. Et les militaires de Gbagbo, et tous, ils allaient commencer à violer notre maman. Parce que ça allait être une occasion pour eux de coucher avec la femme blanche. Et cette occasion-là, les militaires de Gbagbo n'allaient jamais laisser passer cette occasion. Je vous jure. Ceux-là, ils allaient, c'est-à-dire, ils allaient commencer Gbagbo lui-même. C'est Gbagbo lui-même qui allait coucher, qui allait violer notre très chère maman Dominique Ouattara. Et ensuite, tous les militaires allaient commencer à coucher avec notre très chère maman. Et quand ils allaient finir, ils n'allaient jamais lui permettre d'en parler à quelqu'un. Ils allaient assassiner le président Alassane Ouattara. Ensuite, tuer notre très chère maman Dominique Ouattara pour l'empêcher demain de s'exprimer devant une juridiction. Et je regarde le président Alassane Ouattara à son tour qui donne la chance à Gbagbo et sa famille de survivre. Je dis incroyable mais vrai. J'ai commencé à regarder, à réfléchir, à analyser la famille. C'est-à-dire, tout le reste de la journée, je suis resté au Golf Hotel en train de réfléchir. Je ne croyais pas. Je viens devant le bâtiment où Gbagbo était. Je me retourne. Je reviens. Je me retourne. Je réfléchis seulement. C'est-à-dire, 1000 choses passent dans ma tête et je ne sais pas quelle chose il faut prendre pour laisser. La famille. Le président Alassane Ouattara donne la vie à Gbagbo. Et j'ai eu mal un jour, quand j'étais assis, Simone qui disait aux gens, ils ont fait ceci, on lui a fait cela, son parti intime c'était ceci, comment on appelle ça, comment on appelle, les militaires, il y a des militants de Simone même qui disent que les rebelles ont violé Simone et Yves Gbagbo, la famille. Je vous jure qu'aucun militaire, Simone et Yves même les militaires, les rebelles ne voyaient même pas Simone et Yves comme femme. Je dis bien aucun militaire n'a touché à un parti intime de Simone et Yves. Aucun militaire, je vous jure, n'a touché à un parti intime de Simone et Yves. J'ai été sur le terrain, je vous le jure. La seule chose que Simone et Yves a été victime, il y a d'autres qui cherchaient à lui tirer des cheveux, il y a d'autres qui lui donnaient des coups de gifle, mais les chefs de guerre ont tout fait pour empêcher les gens. Moi-même, je cherchais cheveux là, parce que si j'avais réussi à attraper à 10 de ses cheveux, en tout cas, j'allais arracher sa tête avec cheveux là en même temps. Mais je n'ai pas eu la chance d'avoir accès à ses cheveux. Ceux qui ont trop eu accès, c'était un cheveu. Vous savez, quand il y a 26 têtes de quelqu'un là, quand il tire là, cheveux là, ça s'arrache. Donc, ceux qui ont eu accès, ils n'ont pas eu accès pour pouvoir attraper beaucoup de mèches. C'était un mèche, souvent 2 mèches. Et puis bon, voilà.
C'est la seule chose, Simone a été victime. Mais Simone est venue se bavaner devant des caméras pour dire qu'elle a été victime de ceci, elle a été victime de cela. Très chère famille, j'ai regardé le président Alassane Ouattara et puis j'ai dit, c'est ça, président Alassane Ouattara. Avec tout ce qu'ils t'ont fait, avec tout ce que ceux-là ils t'ont fait subir, voilà président Alassane Ouattara qui donne la vie à ceux-là. Et pourtant, à leur tour, ils allaient lui ôter la vie. Ils n'allaient jamais permettre à le président Alassane Ouattara de survivre. Jamais. Excusez-moi. Hein? Donc, la famille, comme si ce n'était pas suffisant, le président Alassane Ouattara, pour aller très loin encore, il prend Gbagbo et il fait de lui prisonnier. Pour aller plus loin, protéger la vie de cet ingrat Gbagbo et ses militants. Pour protéger la vie de la famille de cet ingrat Gbagbo et ses militants. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara fait? Malgré toutes les ordres qu'il a donnés, comme il a vu qu'il y avait trop de désordre, il y avait des commandants qui échappaient même à la rébellion. Des commandants ceci, des commandants cela, des camps ceci, des camps par là, trop de camps en désordre. Donc, il n'avait pas assez de commandement d'abord sur Abidjan. Voilà comment ils essayent pour sécuriser la vie de Gbagbo. Ils déplacent Gbagbo, ils font quitter Gbagbo à Abidjan et ils vont faire de lui prisonnier au nord. Tout ça pour protéger la vie de Laurent Gbagbo. Mais contre qui? Parce que depuis à ce temps-là, le président Alassane Ouattara savait déjà que Sorodium était un danger permanent pour la vie de Laurent Gbagbo. Et si ils avaient réussi à atteindre la vie de Laurent Gbagbo, c'est le pouvoir du président Alassane Ouattara que les gens allaient accuser. Donc qu'est-ce que le président Alassane Ouattara fait? Il prend Gbagbo et rapidement il faut quitter Gbagbo à Abidjan. Il l'envoie au nord pour le mettre dans une résidence surveillée. Tout ça là pour protéger la vie de Gbagbo, hein? C'est malhonnête là, ce vieux bordel que vous voyez. Il fait tout ça pour protéger la vie de Laurent Gbagbo. Puisque Abidjan n'était pas encore sous son contrôle. Parce qu'il y avait trop de désordre dans la rébellion à ce moment, trop de chefs de guerre, trop d'éléments incontrôlés. Donc il fallait faire ça pour protéger sa vie avant qu'ils vont essayer de stabiliser les choses. Gbagbo part. Il envoie Gbagbo à Kourogo. La famille. Cela, j'ai toujours dit à le président Alassane Ouattara, repose-toi mon papa. Parce que ceux-là, si tu veux, il faut décrocher la lune pour donner à ceux-là. Ils vont te dire qu'ils ne veulent pas la lune, ils veulent des étoiles. Tu vas monter au ciel, aller décrocher tu donnes les étoiles pour les donner. Ils vont te dire non, 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 ce n'est pas suffisant. Ils veulent que tu les donnes le soleil. Parce qu'ils savent qu'en montant pour aller décrocher le soleil là, en tout cas, le soleil là va te tuer là-bas. Donc ils vont te dire qu'ils veulent le soleil. Monsieur le Président, tu es en face des voyous, des bandits qui ne veulent seulement que ta tête. Tout tes faits et gestes, ça ne leur dit absolument rien. Ce qu'ils attendent de toi, c'est ta vie. Parce que pour eux, là, la Côte d'Ivoire, c'est leur héritage. Et tu les as arraché leur héritage. Et pour rien au monde, ils vont te laisser cet héritage-là. Donc, c'est ce qu'ils veulent. Donc, si tu penses que, en donnant la vie, en protégeant ceux-là, ils vont changer, Monsieur le Président Alassane Ouattara, détrompez-toi, détrompez-vous. Excusez la famille, j'arrive. La famille. Le président Alassane Ouattara qui fait tout ça, je vous assure, à cette époque, même Gbagbo, c'est-à-dire même Bédié que vous voyez là, Bédié qui lance les cailloux et puis il cache toujours sa main. À cette époque, même Bédié voulait la mort de Gbagbo.
Bédié que vous voyez, Bédié voulait la mort de Gbagbo. Je vous assure, Bédié voulait la mort de Gbagbo. Mais je vais vous expliquer devant. Je vais vous expliquer devant. Et je vais vous expliquer le complot de Guillaume Soro dans toute cette histoire-là, devant. La famille, comme si ce n'était pas suffisant. Quand, excusez-moi, hein, parce que j'ai noté les choses pour ne pas oublier, parce que j'ai tellement gros sur le cœur pour ne pas échapper d'autres. Donc, excusez-moi. Vous savez, Monsieur le Président Alassane Ouattara, avec cela, vous avez fait votre devoir étant que chef d'État. Monsieur le Président Alassane Ouattara, avec cela, vous avez fait votre devoir étant que président de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez trop fait. Non seulement vous les avez sauvé leur vie, pour aller plus loin, tu as accepté, pour protéger leur vie, tu as accepté encore, ça dit de Korogo. De Korogo, monsieur le président Alassane Ouattara se rend compte que, étant à Korogo, la vie de Laurent Gbagbo n'est pas trop en sécurité. Il accepte encore de donner Gbagbo à la CPI. Tout ça là pour sauver la vie de Gbagbo, hein, mais je vais vous expliquer devant pourquoi. Tout ça pour sauver la vie de Gbagbo. Il donne Gbagbo à la CPI. Je vous ai dit ici que même Bédié voulait la mort de Gbagbo. Alassane Ouattara, pour protéger la vie de Gbagbo encore, il accepte de donner Gbagbo à la CPI. Et quand il est parti à la CPI, vous tous, vous avez vu, Bédié même, il ne voulait pas le retour de Gbagbo. Parce que Bédié voulait une condamnation ferme à Gbagbo. Il ne voulait pas du tout que la CPI libère Gbagbo. La famille, le président Alassane Ouattara fait tout ça, il donne. Après les jugements, tout, par sa gentillesse, par sa bonté, il accepte encore de faire revenir Gbagbo. Monsieur le président Alassane Ouattara, c'est même Gbagbo là, toujours pour vous remercier avec les ingratitudes. Avec des ingratitudes, toujours pour vous dire merci. Monsieur le président Alassane Ouattara fait rentrer Gbagbo. Gbagbo arrive avec ses enfants. Il arrive avec ses criminels. Il accepte de faire rentrer Gbagbo. Il accepte de faire rentrer les criminels, les assassins de Laurent Gbagbo, qui sont les Damana Picasse, les Kone Katina, les, comment on appelle ça, Stéphane Kipré. Il accepte ceux-là même qui étaient le pivot, le cerveau de tous les crimes de ces militants et les ressortissants du Nord. Il accepte de les faire rentrer en Côte d'Ivoire. Comme si ce n'était pas suffisant. Monsieur le président Alassane Ouattara, pour vous remercier, voilà comment ceux-là, il vous dit merci. Vous avez fait votre devoir. Ils ne seront jamais reconnaissants envers toi. Ils arrivent en Côte d'Ivoire. S'ils prétendent, au lieu de prêcher la paix, de faire tout pour se faire pardonner auprès des Ivoiriens, pour les crimes qu'ils ont commis, pour les viols qu'ils ont commis, au lieu de prêcher pour se faire pardonner, et non. Quand je vois sur des plateaux télé, des vidéos de nos dévanciers qui nous disent que PPACI n'a pas de programme politique, on demande à PPACI de proposer, il ne propose rien, mais la famille a arrêté. Les opposants ivoiriens, ils ont des propositions. Y compris PPACI, ils ont des propositions politiques. Et ils ont toujours proposé les plans politiques. À moins que vous refusez de croire ou voir. Comme il y a un proverbe de chez nous qui dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Ils ont proposé aux Ivoiriens. Vous voulez qu'ils viennent vous proposer quoi? Ils ont proposé leur développement. Ils ont proposé le plan qu'ils ont pour les Ivoiriens. Ils ont proposé leur plan politique pour que les Ivoiriens puissent se sentir bien à l'aise. Ils ont proposé leur plan politique. Ils vous ont toujours proposé ici que quand ils seront au pouvoir, c'est match retour. Quand ils seront au pouvoir, leur programme politique, c'est d'appauvrir le nord de ses enfants.
Quand ils seront au pouvoir, c'est d'appauvrir le RHDP de ses militants. Quand ils seront au pouvoir, c'est d'appauvrir, c'est de rendre le président Alassane Ouattara orphelin des militants et orphelin des femmes et ses enfants. Quand ils seront aux affaires, c'est-à-dire, il n'aura plus de porc au fou à Yopougon encore, mais il aura l'homme au fou à Yopougon. Il n'aura plus des poissons braisés à Yopougon ou en Côte d'Ivoire, mais il aura maintenant l'homme braisé. Parce que nous, les enfants du Nord, nous, les militants du président Alassane Ouattara, ils feront de nous des poissons braisés et des porcs au four. C'est-à-dire, c'est les humains qui viendront prendre place des poissons et des porcs. L'homme braisé et l'homme au four l'homme viande de l'homme. C'est-à-dire, il n'y aura plus viande de bœuf, mais viande de l'homme. C'est-à-dire, ils vont nous décapiter, ils vont nous massacrer et ensuite, ils vont manger nos chairs. C'est ça leur programme politique. Et ils n'ont pas caché. Quand le 6 va devenir 9, c'est quoi? C'est leur programme politique. Attendez que le 6 devienne 9. Et vous allez comprendre qu'ils ont un programme politique. Si c'est leur programme politique que vous attendez, asseyez-vous très bien. Asseyez-vous, hein. Moi je vous dis, asseyez-vous. Ils vont venir vous présenter leur programme politique. C'est pourquoi moi, tous les chaque je vous ai dit ici. Et je le redis. Si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes assis, levez-vous. Levez-vous et préparez-vous. Restez sur vos gardes. Parce qu'en face de nous, c'est des voyous, c'est des bandits, c'est des délinquants. Ce ne sont pas des politiciens. Et plus jamais nous allons accepter d'être victimes de ceux-là. Plus jamais, nous les nordistes, nous les militants du RHDP, nous allons accepter encore d'être victimes de ces barbares-là. On serait toujours là et prêt à nous défendre jusqu'à le dernier bout de nos sangs. On vous le dit. On vous le dit. Monsieur le Président Alassane Ouattara, tout ce que vous faites, ça ne va jamais saisir. Ça ne va jamais les suffire. Si vous pensez que cela viendra vous proposer, il viendra avec des programmes politiques en vous disant qu'ils feront, quand ils seront au pouvoir, ils feront de Poutine, ministre de la Défense ivoirien, détrompez-vous. Si vous pensez qu'il viendra vous dire que quand ils seront au pouvoir, ils vont faire Joe Biden, le président américain, ministre des Affaires étrangères, détrompez-vous. Si vous pensez qu'il viendra vous dire que quand ils seront au pouvoir, Emmanuel Macron, le président français, ils feront de lui, ils feront de Macron ministre de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire, détrompez-vous. Détrompez-vous. Ils n'ont pas de programme politique. Parce qu'un programme politique, c'est venir faire des propositions, des routes, des écoles, des hôpitaux, l'eau potable, l'électricité, les gars, les ponts, des immeubles. En tout cas, tout ce qui peut faire bénéficier la jeunesse ivoirienne. Pour le bien-être de la jeunesse ivoirienne. Mais le président Alassane Ouattara a tout fait. Il a tout fait. Donc ceux-là, ils n'ont plus rien à proposer. Tout ce qu'un homme politique doit venir proposer aux Ivoiriens, le monsieur a déjà tout fait. Et il est en train de tout faire. Donc qu'est-ce que vous voulez que ces opposants-là viennent vous faire des propositions? Ils vont venir vous proposer quoi? Ces opposants-là vont venir vous proposer quoi? Donc arrêtez. Ils ont des propositions. Et cette proposition, arrêtez de vous jeter en brousse. Ils ont des propositions et ils nous ont toujours proposé. Donc, si c'est, accordez-moi un peu de temps encore pour que je vais faire mes recherches. Donc, c'est que nous, on peut dire, c'est que nous, on peut dire, comment on appelle ça, au PPACI. Faites très attention à vous, si vous êtes malin. Faites très attention à vous. Votre minuscule militant qui sont avec vous, si vous tenez là, faites très attention à vous. Les villageois qui vous suivent là, si vous tenez à eux, faites très attention à vous. Faites très attention à vous.
Des gens qui sont nés dans, c'est-à-dire les sauvages qui vous suivent, qui se font appeler des militants. Des sauvages qui vous suivent, qui se font appeler des militants. Si vous tenez à eux, faites très attention à vous. Parce que si jamais par malheur, vous nous donnez l'occasion de rendre ce que vous nous avez fait, on va vous faire apprécier ça. Si par malheur, si par malheur, vous nous donnez, nous les enfants du Nord, si par malheur, nous les enfants du président Alassane Ouattara, si par malheur, nous, les militants du RHDP, vous PPACI, vous les gars, vous nous donnez l'occasion de rendre ce que vous avez fait à nos parents, on vous jure que vous allez apprécier ça. On va vous faire apprécier ça. C'est-à-dire, on va vous faire avaler ça avec la peur du Seigneur. Si vous nous donnez l'occasion de rembourser nos parents que vous les avez brûlés vivants, on va le faire avec plaisir. Si vous nous donnez l'occasion de rendre les biens de nos parents que vous avez détruits, nos parents que vous les avez appauvris, nos riches que vous les avez rendus pauvres, si vous nous donnez l'occasion de rembourser ça, on va vous faire apprécier. La seule chose qu'on ne va pas vous rembourser, c'est le fait que vous avez violé. C'est-à-dire, si vous nous donnez l'occasion de rendre viol que vous avez fait sur nos sœurs, viol que vous avez fait sur nos mamans, c'est ce coup-là qu'on ne va pas vous rendre. Parce que nous, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter d'aller pénétrer, n'est-ce pas, que nos mamans m'excusent, d'aller pénétrer vos sœurs, c'est-à-dire vos militantes qui sont remplies de microbes, vos militantes qui sont remplies de VIH-Sida, vos militantes qui sont remplies d'Ebola, vos militantes, c'est-à-dire le virus de Ebola a disparu, Sida a diminué, hein, n'est-ce pas, grippe aviaire qui est une maladie de poulet, c'est-à-dire Covid-19, tout ça là, c'est réservé dans vos militants. Donc nous, on ne va pas accepter d'aller pénétrer ces microbes-là pour pourrir nos laits avec. Parce que c'est une porte qui est fermée là-bas. Donc on va vouloir les pénétrer, c'est comme nous, on va aller casser la porte. Et ce virus-là va se propager dans le vent. Et nous allons jamais accepter que nos militants soient victimes de ces maladies de microbes-là, qui est réservée dans vos militants. Donc nous, on n'est pas là. Parce que nous ne sommes pas des militants de sexe. Nous ne sommes pas un parti politique où tout est limité, tout tourne autour des sexes. Nous, les enfants du président Alassane Ouattara, nous ne sommes pas comme ça. Nous, nos affaires et nos programmes, ça ne tourne pas autour des sexes. Ça ne tourne pas autour des sexes. Voilà un président. On t'a tout donné, la Côte d'Ivoire a tout donné. Pour que pendant ce temps que toi, tes amis, comment on appelle ça, les autres chefs d'État se promenaient quand tu étais au pouvoir, pendant que les autres chefs d'État se promenaient pour signer des contrats, des grands contrats, pour venir émerger les pays, pour venir développer les pays, pour venir mettre les militants à l'aise. Mais non, pendant ce temps, Gbagbo Laurent se promenait avec son pistolet dans son caleçon, avec sa pine dans son caleçon. C'est-à-dire, ces pines-là qui étaient devenues silos dans sa main. C'est-à-dire, ces pines-là qui est devenues bic dans sa main. Au lieu des autres chefs de guerre, ils prenaient bic pour se promener, signer des grands contrats pour développer les pays. Gbagbo, il se promenait avec sa pine comme ça dans sa main. Avec son kiki comme ça dans sa main. Lui, il signait sur le vagin des femmes. Que nos mamans m'excusent. Quand il voit une femme, il signe sur son vagin. Monsieur le Président, j'ai besoin de passeport diplomatique. Il n'y a pas de problème. Envoyez ton vagin, je vais signer dessus. Il signe, donnez-lui. Donnez-lui passeport diplomatique. Monsieur le Président, j'ai besoin d'argent. Je vais faire un commerce import-export. Il n'y a pas de souci. Si tu es prêt, hein? Si tu es prêt, si tu sais que tu peux accepter à ce que je signe sur livre d'or, il n'y a pas de souci. Et dès que cette femme-là accepte, ça c'est d'abord le président lui-même. Hein? Dès que cette femme-là accepte, et automatiquement, il va faire sortir PIN là et il va signer sur ton vagin. Et puis il va te dire, bon, va voir le ministre des Finances. Il n'a qu'à te donner 10 milliards. Que c'est moi, Gbagbo, qui a dit ça parce que j'ai déjà signé dans le livre d'or.
J'ai déjà signé dans le livre d'or. Et c'est l'argent des contribuables. Ils vont aller faire sortir des milliards pour donner à ces idiots, à ces derniers-là. Quelqu'un qui a besoin d'un grand contrat en Côte d'Ivoire, viens voir Laurent Gbagbo. Tu rentres dans le bureau de Laurent Gbagbo, il n'y a pas de souci. Ah, le bic est déjà prêt. Parce que même pantalon qu'il portait là, il portait pas des culottes en bas. Il porte pantalon simple, il suffit qu'il enlève chienne. Bic est déjà dans sa main, puisque c'est Bic, à tout moment il a besoin de ça. Donc il ne peut pas porter des trucs en dessous. Monsieur le Président, j'ai besoin d'un grand contrat au port, voilà, il n'y a pas de souci. Tu es venu, comment on appelle, le Louvre d'or, est-ce qu'il est disponible? S'il est disponible, il n'y a pas de souci, il faut te mettre sur la table. Et il fait sortir son vilain pin là, pin même qui est fatigué, où les nerfs même ne peuvent plus même faire des bons travail encore. C'est-à-dire, dès qu'il rentre net, fior, il jure, c'est fini. Et il va signer si vagin de ce dernier-là, et ils vont aller décaisser 30 milliards, l'argent de contribuables, et puis ils vont donner à ce dernier-là. Le contrat t'appartient. Voilà un monsieur comme ça, que l'avenir de notre pays était confié à lui. Voilà un idiot, que les Ivoiriens, le destin des Ivoiriens était confié à ce dernier-là. Très chers parents, savez-vous dans quoi nous, les Ivoiriens, on était? Est-ce que vous vous rendez compte du degré de merde que nous, les Ivoiriens, on était dedans? C'est-à-dire, le pays, c'était devenu sexe. Et puis, tous ces cadres étaient à son image. C'est-à-dire, tous les cadres étaient à son image. Et tous les militants. Même vous voyez quand Gbagbo était au TIC à la CPI. C'était devenu un cortège de Mougouri. À chaque fois, il remplit des cars. Et ils vont à la CPI mater les femmes de ménage qui viennent. C'est des préservatifs à gauche en ramage, des préservatifs à droite. Par fini même, c'est des personnes qui n'ont pas besoin de préservatifs. Ils viennent se mouiller à la CPI si prétendent qu'ils vont soutenir Gbagbo. Nous tous, on a vu ça en Europe ici. Voilà un parti politique. C'est-à-dire des vrais tournaires de porno. On va chercher, n'est-ce pas, un petit groupe organisation de tournaires de porno. Et ils se trompent de leur site. Ils viennent sur le terrain politique. Hein? Au lieu de dire que nous sommes des associations de tournaires de porno. Et ils se trompent. Ils mettent, comment on appelle, parti politique, PPACI. Des vrais djandjou bordel de première classe. Vous pensez que c'est avec ça qu'on peut diriger un pays? Vous pensez que c'est avec le sexe qu'on peut diriger, qu'on peut développer un pays? Et c'est cela qui vient nous donner des leçons de morale. C'est vous qui venez nous donner des leçons de morale. Si vous nous donnez l'occasion, on vous jure qu'on va vous faire apprécier. Donnez-nous l'occasion simplement de rendre ce que vous avez fait à nos parents. Nous ne sommes pas violents. Hein? Que Facebook sache que nous ne sommes pas violents. Nous sommes en légitime défense. Nous sommes en légitime défense. Parce que Facebook aussi, il voit les sorties. Donc, nous ne sommes pas des agresseurs, mais nous sommes en légitime défense. On se défend. Ça, c'est la pure réalité. Donc, on demande à Facebook de ne pas supprimer nos vidéos. On ne veut pas être victime de Facebook. Parce que nous, on a le droit de protéger nos parents. Parce qu'à chaque fois, nous, on ne peut pas accepter qu'on vienne assassiner, brûler nos parents vivants et qu'on ne peut pas s'exprimer. Dès que tu t'exprimes net, c'est eux qui vont porter plainte à Facebook et Facebook supprime tes vidéos. Pendant ce temps, pour eux, là, ça se promet sur Facebook. Facebook même voit ça. Donc, vraiment, il est temps à ce que Facebook essaye souvent d'analyser les choses avant de punir les gens. Aujourd'hui, nous, militants RHDP, nous sommes victimes aujourd'hui de Facebook. Parce que si nos pages ne sont pas bloquées, c'est nos vidéos qui sont supprimées. Et pourtant, eux qui sont en train de propager de la haine, là, les vidéos existent, c'est là. Ce n'est pas supprimé par Facebook. Donc, nous, on ne peut pas accepter. Voilà. Donc, chers parents, excusez-moi, il n'est pas que j'oublie les choses. Comme je vous ai dit. Je n'ai pas envie d'oublier. Donc, ce que nous demandons à le président Alassane Ouattara ici, monsieur le président Alassane Ouattara, il est temps pour une fois dans votre vie, pour corriger cette erreur que vous avez commise. Monsieur le président Ouattara, il est temps.
Il est temps de corriger votre erreur. Et nous, on vous demande, monsieur le président Alassane Ouattara, il ne faut jamais prendre une loi, il ne faut jamais voter une loi d'amnistie. Laurent Gbagbo, monsieur le président Alassane Ouattara. Parce que tu n'as pas encore voté une loi d'amnistie, Laurent Gbagbo. Tu vois le comportement de ces militants. Donc imagine, quand tu vas prendre une loi d'amnistie et que ceux-là, ils vont aller aux élections, ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner. Monsieur le président Alassane Ouattara, ils vont profiter de ça pour foutre bordel en Côte d'Ivoire. Je dis bien, ils vont profiter de ça pour foutre bordel en Côte d'Ivoire. Mais comme nous connaissons votre gentillesse, moi je mets ma mère au feu, qu'on risque de se réveiller ici, de se lever ici. C'est-à-dire un jour, en pleine 20h, journal de 20h du pays, et le président Alassane Ouattara va venir faire ce discours de Nouvel An pour nous dire: j'ai pris une loi d'amnistie, Laurent Gbagbo. Monsieur le président Alassane Ouattara, pour une fois, nous qui sommes tes enfants, on te demande pardon. Si tu veux le faire, monsieur le président Alassane Ouattara, il ne faut pas le faire avant 2025. Il ne faut pas le faire avant 2025. Laisse Gbagbo tel qu'il est. Laisse-le avec la justice ivoirienne. Gbagbo ne doit pas être candidat. Il n'est pas sur la liste. Mais si jamais vous prenez une loi d'amnistie contre Laurent Gbagbo, il va avoir l'opportunité de se présenter en 2025. Nous les Ivoiriens, nous on veut la paix. Nous on veut la paix, monsieur le président Alassane Ouattara. Mais monsieur le président Alassane Ouattara, si jamais vous prenez une loi d'amnistie, Laurent Gbagbo, et qu'il rentre en violence avec nos militants, nos ressortissants du Nord, on vous jure, monsieur le président Alassane Ouattara, qu'on va vous désobéir. On va vous désobéir et vous n'allez pas reconnaître vos enfants. Parce que jamais, nous, on va accepter encore d'être victimes du régime de Gbagbo. Jamais, nous, les nordistes, nous, on va accepter encore d'être victimes de Laurent Gbagbo. Jamais. Et c'est pourquoi, ici, je demande à tous nos parents, si vous avez le courage de prendre des millions pour payer des voitures, si vous avez le courage de prendre des millions pour payer des motos, vous avez le courage de prendre des millions pour investir dans les constructions, ayez le courage de prendre au moins un 300 000 francs ou un 200 000 francs pour acheter quelque chose qui peut sécuriser votre vie et votre bien. Mettez ça à côté de vous. Je vous le jure. Si vous amusez, vous connaissez notre papa. Vous n'êtes pas avec, ce n'est pas nous qui va venir vous apprendre qui est notre très cher. Vous connaissez sa gentillesse, vous connaissez. Son démocratie qui est en lui, là, vous connaissez. Ils vont venir nous appauvrir. Et ils vont venir arracher notre vie devant nos yeux comme ça. Et ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Ils vont venir activer ici un dialogue politique. Et puis va là-bas, c'est fini. C'est nous, on va toujours sortir perdant. Et il est temps à ce que ça prenne fin. Il est temps à ce que ça prenne fin. Si le président Alassane Ouattara tient à notre vie, si le président Alassane Ouattara tient à notre vie, qu'il ne prenne pas de loi d'amnistie, Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les partisans de Laurent Gbagbo font, là, ils sont en train de faire du chantage politique à le président Alassane Ouattara. Il veut pousser le président Alassane Ouattara pour qu'il prenne une loi d'amnistie, Laurent Gbagbo. Et le pousser pour que les criminels qui sont en prison, le président Alassane Ouattara puisse les libérer. Monsieur le président Alassane Ouattara, pour une fois de votre vie, vous avez trop fait. À ta place, ceux-là ne t'auront jamais accordé tout ce que tu es en train de les accorder aujourd'hui. Parce que si c'est eux qui étaient à ta place, monsieur le président Alassane Ouattara, à l'heure où nous on est en train de te parler là, les Ivoiriens même t'avaient déjà oublié. Les Ivoiriens t'avaient déjà oublié. Parce que, je te dis que, c'est-à-dire, tes chiens là, c'est-à-dire, même si on partait creuser ta tombe là, c'est-à-dire, c'était des eaux qu'on allait partir trouver là-bas. En l'air là, les Ivoiriens t'avaient déjà oublié. Parce que maltraitance qu'ils allaient faire subir à ta famille avant de les assassiner, seul Dieu connaît. Monsieur le président Alassane Ouattara, tu as donné la vie à Gbagbo et sa famille ici, que tu ne veux pas la mort d'un chef d'État, si votre régime. Mais pourtant, ce même Gbagbo là a ôté la vie à un chef d'État ivoirien et sa femme ici.
Seul Dieu sait ce que Rose Gueye a subi avant d'être assassiné. C'était ça leur politique. Et je te le jure, monsieur le président, que c'est la même chose qu'ils allaient faire à ta femme. La violer et ensuite l'assassiner. Savez-vous ce que Rose Gueye a subi avant d'être assassiné? Vous pensez vraiment que ceux-là sont venus trouver Rose Gueye, il est assis comme ça, et puis ils font sortir leur âme, et puis ils ont tiré sur sa tête? Monsieur le président, non. Seul Dieu sait ce que cette pauvre femme a subi avec ceux-là avant qu'ils l'assassinent. Ils n'ont pas hésité à assassiner Laurent Gueye Robert et sa femme. Donc ils allaient te faire pareil. Ils allaient vous faire pareil si c'est eux qui avaient eu le pouvoir. Donc, très chers parents, comme je vous disais, je viens ici, j'ai vu, c'est-à-dire il y a un proverbe de Guillaume Soro. Avant d'aller là-bas d'abord, je vais aller, bon, je vais laisser pour Ahmed Bakayoko. Je vais aller sur, comment on appelle ça, Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro disait à Guénéré au Burkina que si ils avaient laissé Désiré Tagro et Ibé, est-ce que les Ivoiriens allaient avoir la paix qu'ils ont aujourd'hui? Mais cette phrase venant de Guillaume Soro, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup apprécié. Mais seulement qu'il s'est trompé de la personne. Sinon, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais où il y a eu erreur, les personnes qui devaient mourir là, ce n'est pas eux qui sont morts. Parce qu'au lieu de Désiré, au lieu de Babo Laurent et lui, Soro Diom, c'est Ibé et Désiré Tagro qui ont été victimes. Sinon, à la place de Ibé et puis Désiré Tagro, là, c'est Soro Diom et Babo qui devaient mourir. Guillaume Soro. Vous savez, la famille, quand j'entends dire des soi-disant, comment on appelle, rassemblement des jeunes du quartier, c'est-à-dire rassemblement des jeunes du quartier précaire, qui aujourd'hui, eux aussi, disent qu'ils ont parti politique, qu'on appelle GPS. Mais je dis Dieu merci, comme à la tête de Côte d'Ivoire, il y a un président qui est mûr d'esprit, qui sait faire la part des choses. Parce que pour avoir un parti politique, il faut avoir des militants. Voilà, rassemblement des jeunes du quartier, qui n'ont même pas de militants, qui décident de faire un parti politique, et puis ils appellent ça GPS. Et à la tête, ils décident de mettre un voyou, un bandit, un criminel, qui s'appelle Guillaume Soro, qui n'a pas de militants. La famille. Et quand j'entends ces gens-là, ces idiots-là disent que si ce n'était pas Soro Diom, que le président Alassane Ouattara n'allait jamais être président. Et que Soro a tout fait pour le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas été reconnaissant avec Soro Diom. La famille, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, moi je regarde et puis je rigole. Parce que la majorité des personnes qui emploient ce genre de phrases-là, ils ne connaissent pas Soro. Mais nous, on vous a dit, nous, on a combattu avec lui. On a été à ses côtés. Donc, nous ne sommes pas comme vous. La différence entre vous et puis nous, là, c'est que nous, on a combattu avec Soro. On a été avec lui. Et on n'était pas des éléments qui partaient s'arrêter dans les barrières. Hein? Non, non, non. On a toujours été avec les chefs de guerre. Toujours des gardes reprochés. Donc, on a été à ses côtés et on le connaît. Soro n'a rien fait pour le président Alassane Ouattara. Je vous ai toujours dit et je viens encore vous rafraîchir la mémoire. Tout ce que Soro faisait, il faisait pour lui-même. Soro n'a jamais fait quelque chose avec l'objectif que le président Alassane Ouattara devienne président de Côte d'Ivoire. Il a tout fait pour lui. Très rapidement, Soro a fait un mauvais calcul. Il a fait un très mauvais calcul. Écoutez très bien, c'est la pire vérité que je vous dis. Soro a fait un très mauvais calcul. Parce que pour Soro d'abord, Soro ne voyait pas les hommes politiques ivoiriens comme des menaces. Pour Soro, le vrai menace, ce n'était pas d'abord les hommes politiques. C'était l'armée. Comme lui, Soro, n'était jamais un militaire, il n'a jamais été militaire. Et qu'il s'est servi
des militaires pour arriver là où il était. Donc, Soro savait que si il avait réussi à régler d'abord le problème des militaires et à tout moment, il pouvait venir se débarrasser des hommes politiques qui sont Alassane Ouattara, Gbagbo et Bédié lui-même en question. Donc, qu'est-ce que Soro fait? Soro, d'abord, il commence à nettoyer les chefs de guerre. Tous les chefs de guerre que Soro voyait comme des menaces, il a commencé à se débarrasser de tous ces gens-là. De tous ces gens-là. C'est-à-dire quand il voit que tu n'as pas de même vision que lui, que les parents de Ouattara m'excusent là, hein, et il faisait tout ça avec complicité de Ouattara. Je dis bien que Ouattara obéissait à Soro comme la manière un chien obéit à son maître. Je vous le jure. C'est à la dernière minute que Ouattara a compris. Hein. Ouattara obéissait à Guillaume Soro comme la manière un chien obéit à son maître. Ouattara obéissait à Soro comme un enfant, la manière un enfant obéit à sa mère. Donc Soro, qui voyait des militaires comme vraie menace, un vrai obstacle pour lui. Donc, il faut se débarrasser d'eux d'abord. Et quand il va avoir l'armée sous son contrôle, il sait maintenant comment il va régler contre des hommes politiques. Et il commence depuis Bouaké, avant même que la rébellion rentre à Abidjan. Soro commence à instrumentaliser Ouattara. Il commence à passer par Ouattara, il manipule Ouattara pour régler son compte personnel avec tous les chefs de guerre qui les voyaient comme menace. Et il commence à assassiner ces chefs de guerre-là, un par un. Il commence à tuer ces chefs de guerre-là, un par un. Et même, c'est-à-dire un élément qui est puissant, c'est-à-dire un simple élément, il voit que tu es puissant, tu as un nom. C'est-à-dire que tu es connu, tu es célèbre. Et qu'il voit que tu n'as pas de même vision que eux. Il voit que demain, lui, la façon il est en train de partir là, il peut s'imposer à moi demain. Tout de suite, Soro, il passe par Ouattara pour te faire assassiner. Voilà comment Soro essaie maintenant de nettoyer la rébellion. Il commence à positionner lui-même ses gars sûrs. Il commence à positionner ses gars sûrs. Il commence à tuer tout le monde. Mais pour aller plus loin, je recule un peu en arrière. Au début, il commence par quoi? Comme Ibé. Ibé était le faiseur de lui, Guillaume Soro. Donc, Ibé était un élément clé pour Guillaume Soro qui pouvait nuire et empêcher Guillaume Soro d'avoir accès à le fauteuil présidentiel. Donc, il faut tout faire pour arrêter Ibé. Bon, depuis Abidjan, c'est-à-dire depuis Bouaké, avant même que la rébellion rentre à Bouaké, Soro Diom va tout faire pour faire passer Ibé aux yeux des chefs de guerre comme un malhonnête. Soro Diom fait tout aux yeux pour saluer l'image de Ibé auprès des chefs de guerre. Soro Diom fait tout pour faire Ibé quelqu'un d'ingrat, quelqu'un d'égoïste envers les chefs de guerre. Et les chefs de guerre, au début, croyant tellement à Guillaume Soro, ils ont avalé. Et ils ont commencé à voir Ibé autrement. Tous les chefs de guerre commencent à prendre des distances avec Ibé. Chacun reste sur ses gardes. Voilà comment Soro Diom d'abord manipule les gens et il essaye de faire passer Ibé pour un faucheur aux yeux des chefs de guerre. Soro Diom ayant fini de faire ça, la stratégie marche. Tout le monde, tous les chefs de guerre se méfient de Ibé. Soro Diom maintenant rentre en action. Il commence maintenant. Comme il sait à ce moment précis, il ne peut pas s'attaquer directement à Ibé. Il va commencer d'abord à rendre Ibé handicapé. Rendre Ibé handicapé comment? Tous les chefs de guerre qui obéissaient, qui étaient sur l'ordre de Ibé, Soro Diom commence maintenant à assassiner ces gens-là. Il commence à assassiner ces gens-là. Des gars comme, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom de Casse. Des gars comme Casse, etc. C'est-à-dire plein d'autres. Plein. Tous les bons petits qui obéissaient, qui travaillaient sur l'ordre de Ibé, Soro Diom commence à casser. C'est-à-dire il commence à paralyser Ibé. Il commence à paralyser Ibé.
Il tue tous les bons pions. Il tue tous les bons pions de IB. IB est paralysé maintenant. Maintenant, à partir de là, voilà des chefs de guerre maintenant qui commencent à prendre conscience, des chefs de guerre qui commencent à se réveiller. Soro Diom comprend que lui, son stratégie qu'il est en train de faire là, il y a des chefs de guerre qui se méfient de lui, qui ne sont pas trop, c'est-à-dire, il y a des chefs de guerre qui ne sentent pas trop ces derniers là. Et ces chefs de guerre là, il y a mon papa, mon Karamorotier, mon Dangelé, connaît Zakaria qui en faisait partie, chez le commandant shérif Ousmane qui en faisait partie, et plein d'autres, je peux vous citer. Soro Diom voit que ceux-là, c'est des gars qui sont beaucoup méfiants à lui, ses ordres. C'est-à-dire quand il donne un ordre, il voit que c'est des gars qui sont très méfiants en fait. Donc Soro Diom voit ceux-là comme menace. Il voit ceux-là comme menace. Et il y a, comment on appelle ça, Mobio. Il y a Mobio qui faisait partie père à son âme. Voilà comment Soro Diom rentre dans l'empoisonnement maintenant. Il rentre avec les stratégies d'empoisonnement. Il commence à empoisonner ces chefs de guerre là. Comme il a vu, il a tenté d'abord pour les combattre. Mais il s'est rendu compte que c'est des gars qui ont beaucoup des éléments et que les éléments ne sont pas du tout faciles à manipuler. Donc, il essaie de mettre une stratégie d'empoisonnement en place. Il commence à éliminer ces chefs de guerre. Soro Diom commence à éliminer ces chefs de guerre avec l'empoisonnement. C'est comme ça qu'il arrive à atteindre le commandant Mobio. Il arrive à atteindre, il y avait, comment on appelle ça, j'ai oublié l'autre commandant là. En tout cas, il arrive à atteindre tous ceux qu'il a pu les avoir avec les empoisonnements. Soro Diom réussit à empoisonner tout cela. Et même Shérif Ousmane a été victime d'empoisonnement. Seul Dieu a sauvé la vie à Soro Diom. C'est pour mon Karamorotier, moi seul mon Karamoro, Kone Zakaria, il a tenté à empoisonner Kone Zakaria, il n'a pas plu. Il a passé par tous les chemins, il voit que les proches de Kone Zakaria sont trop fidèles à lui. Et il engage une guerre contre Kone Zakaria. Et voilà comment il essaie de faire lavage de cerveau à Ouattao. Et Ouattao s'attaque violemment à Kone Zakaria. Comme tous vous voyez, voilà comment Kone Zakaria fuit. Il décide de quitter la Côte d'Ivoire. Il recule un peu pour protéger la vie de ses éléments. Parce que s'il voulait les tenir tête, à ce moment, il allait avoir trop de morts. Donc Kone Zakaria décidera de quitter pour protéger la vie de ses éléments. Pour aller très rapidement, sinon je pouvais rentrer comme Shérif Ousmane, on réussit à le cacher, sortir avec lui, le soigner en cachette jusqu'à ce qu'il réussit à guérir et il décide de rentrer à Bouaké. Même quand Shérif Ousmane était parti, c'est-à-dire son bon petit qui avait le relais, c'est-à-dire son bon petit qui avait le relais, il voulait à tout prix faire disparaître ce petit-là. Donc je vais taire son nom ici. Un bon petit de Shérif Ousmane à cette époque, vraiment qui n'avait peur de rien, qui avait pris le relais. Et il voyait vraiment que s'il veut attaquer les enfants de Shérif Ousmane, il faut qu'ils essaient d'abord de se débarrasser de ce bon petit-là. Sinon le petit-là peut vraiment les tenir tête. Je me rappelle ici, quand nous étions à Bouaké, au 3e bataillon, à Bouaké, je me rappelle là-bas, où ils ont appelé le bon petit de Shérif Ousmane, qui est mon bon vieux père, que j'étais son nom ici. Et même là-bas, en plein 3e bataillon, à ce moment, Shérif était allé se faire soigner. Ils ont voulu l'agresser là-bas. Et les choses se sont mal passées. Mais heureusement, rapidement, ils ont trouvé un terrain d'entente, ils l'ont laissé. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, sinon le direct serait trop long. Très chère famille, voilà comment, très rapidement pour aller, voilà comment Soro Diom fait, ce type. Soro Diom, qui voit vraiment qu'il n'arrive pas à avoir le contrôle de l'armée. Et sinon, qu'est-ce qu'il voulait? S'il avait réussi à avoir le contrôle de l'armée, à se débarrasser de tous ces chefs de guerre
qui n'obéit pas à ses ordres, il allait maintenant rentrer sur nos hommes politiques. Et c'est pourquoi je vous ai dit ici, Soro Diom n'a jamais voulu que Gbagbo survive. C'est pourquoi je vous avais dit devant que j'allais revenir sur le dossier. Soro Diom n'a jamais voulu que Gbagbo survive. Jamais. Programme de Soro Diom, je vous jure que Gbagbo devait mourir à vie. Gbagbo devait mourir. Et s'il avait réussi à tuer Gbagbo, il faisait face à le président Alassane Ouattara. Il ne se battait pas pour le président Alassane Ouattara. Il se battait pour lui-même. Je vous jure que je parle en connaissance des causes. Soro Diom se battait pour lui-même. Il ne se battait pas pour le président Alassane Ouattara. Voilà la rébellion qui rentre à Abidjan. Soro Diom met toute une stratégie en place pour pouvoir assassiner Gbagbo. Donc, comme il était confiant, il avait tellement confiance, c'est-à-dire pour Soro Diom là, le président Alassane Ouattara même voulait la mort de Gbagbo. La rébellion rentre. Aux grandes surprises de Guillaume Soro, le président Alassane Ouattara s'impose et il refuse catégoriquement à ce qu'on tue Gbagbo. Soro Diom voit vraiment que la décision du président Alassane Ouattara est vraiment sérieuse. Donc, Alassane Ouattara ordonne à ce que Gbagbo ne meure pas, à ce qu'on ne tue pas Gbagbo. Voilà comment, comme je vous avais déjà donné les détails, on envoie Gbagbo au golfe. Gbagbo était au golfe. Puisque Soro Diom était au golfe là-bas aussi, Alassane n'avait pas trop confiance. Il envoie Gbagbo au nord. On envoie Gbagbo là-bas. Comme à ce moment encore, toujours, je vous rappelle, qu'à ce moment, Ouattao était toujours encore sous influence de Laurent Gbagbo. Et tous, vous savez, des zones comme Nord pour aller, à cette époque-là, il y a beaucoup de chefs de guerre qui obéissaient à commandant Ouattao. Parce que ce qu'il faut vous rappeler ici, il y avait beaucoup de chefs de guerre qui avaient véritablement peur de commandant Ouattao. Et ils obéissaient à commandant Ouattao pour les survivre. Ça, je vous le jure. Beaucoup de chefs de guerre à cette époque-là obéissaient à commandant Ouattao pour les survivre. Parce que dire non à commandant Ouattao, ils connaissaient déjà la suite. Ils connaissaient la suite. Donc voilà comment Soro Diom, le président Alassane Ouattara, envoie Gbagbo au nord. Alassane Ouattara, après, il se rend compte que Soro Diom, tellement qu'il veut la mort de Gbagbo, il peut manipuler des gens, des chefs de guerre et même des éléments pour assassiner Gbagbo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve rapidement un programme pour les berner, pour que tous ils acceptent que de livrer Gbagbo à la CPI. Sinon, posez-vous la question. Pourquoi le président Alassane Ouattara donne Gbagbo à la CPI? Il donne Charles Blé Goudé à la CPI. Et il ne donne pas Simone Eivé à la CPI. Et pourtant, les mêmes charges qui étaient retenues contre Gbagbo et Charles Blé Goudé par CPI, c'était les mêmes charges qui étaient retenues contre Simone Eivé. Mais pourquoi il accepte de donner les deux et refuser de donner Simone Eivé? Parce que le président Alassane Ouattara savait que le vrai problème, c'est-à-dire ceux-là, ils voulaient la mort de Charles Blé Goudé et Gbagbo Laurent. Mais le président Alassane Ouattara les voulait vivants. Le président Alassane Ouattara voulait ces deux-là vivants pour qu'ils répondent devant la justice. La famille. C'est pourquoi je vous dis que FPI, c'est un parti malhonnête. Et ils resteront toujours malhonnêtes. C'est moi qui le sais, je vous dis ça. Donc la famille. Voilà comment le président Alassane Ouattara donne Gbagbo. Puisqu'il savait que la vie de Simone, il ne tenait pas trop à ça. Il ne s'intéressait pas trop à la vie de Simone. Mais vie sur laquelle il s'attendait vraiment, c'était Gbagbo et Charles Blé Goudé. La famille. Réveillez-vous et détrompez-vous. Guillaume n'a mené aucun combat
pour le président Alassane Ouattara. Même en rêve. Je dis bien, même en rêve, Guillaume Soro n'a pas mené des combats pour le président Alassane Ouattara. Il a tout fait pour lui-même. Je dis bien tout fait pour lui-même. Ça dit, c'est son plan qu'il a échappé. C'est son plan qu'il a échappé. Et il était tellement confiant qu'après la mort de Gbagbo, pour le président Alassane Ouattara, allait tellement être facile pour lui, tellement facile pour lui, qu'il a négligé beaucoup de choses. Mais au moment où Soro Diom va se rendre compte de toutes les erreurs qu'il a fait, il était déjà tard. L'ordre avait commencé à se rétablir à Abidjan au sein de l'armée. Alassane Ouattara, chaque jour que Dieu fait, commence à avoir des contrôles petit à petit. Chaque jour que Dieu fait, il commence à avoir des contrôles sur l'armée petit à petit. Mais comme il y avait un gros menace qui était là, une grande menace, et que tous les chefs de guerre, y compris le président Alassane Ouattara, savaient que avec ces derniers-là, Soro Diom peut toujours mettre du sable dans les jus de Jemjem, qui était Ouattao. Qui était Ouattao. Donc il savait toujours, comme Ouattao, un chef de guerre très influent, qui est prêt à sacrifier toute sa vie pour Soro Diom à cette époque-là. Donc, il fallait vraiment faire des choses avec beaucoup de vigilance. Donc, pour aller très rapidement et ne pas trop rentrer dans les dossiers, sinon je pouvais vous dire le programme sur lequel Guillaume Soro avait prévu pour finir avec le président Alassane Ouattara. Mais c'était Gbagbo d'abord. Parce qu'il devait finir d'abord avec la vie de Gbagbo pour nuire à le pouvoir du président Alassane Ouattara. Pour nuire, pour saluer l'image du pouvoir du président Alassane Ouattara. Et ensuite, il allait venir vers le président Alassane Ouattara. Bédié, il n'a jamais considéré, c'est-à-dire pour finir avec Bédié, pour Soro Diom, ça c'était même pas un souci pour lui. À tout moment, il pouvait atteindre la vie de Gbagbo. Très chers parents et très chères familles, voilà comment Guillaume Soro fait tous ses plans diaboliques, macabres contre le président Alassane Ouattara. Mais pour couper parole tout court, la vidéo, nous sommes allés très loin. Je pense que je vais essayer, peut-être dans une prochaine vidéo, je vais essayer de réfléchir si il faut établir tout ça là pour pouvoir vous donner. Mais pour conclure et pour boucler la parole, c'est qu'on aimerait vous dire ici. Allez-y dire à Damana Picasse que nous, les enfants du Nord, nous, les 10 fils du président Alassane Ouattara, nous sommes prêts. Damana Adja Picasse, nous sommes prêts. Kone Katina, nous sommes prêts. Donnez-nous l'occasion, on va vous faire apprécier. Donnez-nous l'occasion, on va vous faire apprécier. J'ai toujours dit à les militants du président Alassane Ouattara, restez dans la Sao Sao. Les cyber-militants, restez et négligez cela. Moi, je ne les néglige pas. Hein. Je ne les néglige pas. Hein. Vous avez bel et bien vu le message de Damana Picasse. Hein. Ils disent qu'ils vont sortir les militants pour qu'ils n'ont qu'à les libérer. Les militants qu'ils ont condamnés à 2 ans de prison. Mais s'ils sortent, préparez-vous. Préparez-vous à les protéger la justice ivoirienne. S'il fait sortir les militants, de toutes les façons, ils n'ont pas de militants. C'est que Damana Adja Picasse ne sait pas là. Quand vous faites vos meetings là, et puis les gens sortent là, ils ne sont pas, tous ceux qui sortent, ce ne sont pas de vos militants. Hein. D'autres viennent vous écouter, et d'autres viennent vous regarder. D'autres viennent pour venir faire leur commerce, d'autres viennent pour venir faire des racontes. Et c'est pourquoi quand vous avez lancé le mot d'ordre pour qu'il n'aura à être accompagné, quand la justice t'avait convoqué, il y a combien de personnes qui sont parties? Le peu de personnes qui sont parties là, c'est-à-dire les 31 personnes qui sont parties là, c'est ceux-là qui sont vos militants. Les yeux des Ivoiriens sont dégâts maintenant. Vous n'avez pas de militants.
Quand il fait meeting là, sinon même si les militants les cadres du président Alassane Ouattara vont à Yopougon pour aller faire meeting là, ils vont remplir place de Figayo là. Tout récemment là, tu as vu ce que Bitogo a fait, non? Avant vos meetings, tu as vu meeting que Bitogo avait déjà fait des meetings avant vous là-bas. Vous avez vu même place là comment il a rempli avec population de Yopougon, non? Donc c'est comme ça. Voilà. Vous n'avez pas de population. Quand vous faites des meetings là, tous ceux qui viennent là, ce ne sont pas vos militants. Sinon, il faut lancer le mot d'ordre. Et puis tu vas voir, ceux qui vont sortir là, c'est ceux-là qui seront vos militants. Lance des mots d'ordre. Et puis tu vas voir les gens qui vont s'aligner derrière vous. C'est là que tu vas te rendre compte que quand on fait un meeting, ce n'est pas tous ceux qui viennent qui sont nos militants. C'est là que tu vas comprendre que les Ivoiriens ont tellement compris, quand on lance le mot d'ordre là, ce n'est pas tous ceux qui viennent dans notre meeting qui sont nos militants. Lance le mot d'ordre et tu vas voir tes vrais militants. Il faut lancer le mot d'ordre. Et puis tu leur dis sortez. C'est là que tu vas voir vos vrais militants. Hé, la Côte d'Ivoire, ce n'est plus votre temps où il n'y avait pas de téléphone portable. Hein. Ce n'est plus votre temps où il n'y avait plus de réseaux sociaux. Ce n'est pas votre temps où il n'y avait pas de Facebook, où il n'y avait pas de YouTube, où il n'y avait pas d'Instagram, où il n'y avait pas, n'est-ce pas, de WhatsApp. À votre retour, vous avez tout vu en place, non? Quand vous étiez au pouvoir, là, communication, là, c'était RTI. C'était RTI seulement. Aujourd'hui, là, il y a 100 voies de communication qui sont là. Qu'on peut passer pour communiquer nos messages. Donc, sors, on va te faire apprécier. Si tu penses que nous sommes en 2010, on va te rendre compte, on va vous montrer que le monde, là, ça a changé. Si c'est, portez-vous bien, c'était votre frère Touré Isaka, toujours dit, on la différence. Préparez-vous et restons toujours sur nos gardes. Parce qu'en face de nous, c'est des sauvages, des moutons qui sont en face de nous. Et avec cela, il faut des comportements sauvages aussi pour les encadrer. C'est moi je vous dis ça. Hein? N'écoutez pas tous nos vidéomans qui viennent s'arrêter à la Sao qui se jouent au stage. Hein? Tous nos cyber-militants qui viennent se jouer au stage. Là. Demandez ils n'ont qu'à aller à la mosquée. Ils n'ont qu'à aller à la mosquée, ils vont aller prêcher là-bas. Nous, là, on est sur le terrain politique. Donc, ne nous laisse même pas intimider par quelqu'un. Voilà, celui qui vient placer son téléphone pour lui dire Allah Sao là. Dites à la personne, il n'est qu'à aller à la mosquée. Préparez-vous et restez sur vos gardes. Le président Alassane Ouattara a fait son devoir. Nous les enfants, il est temps qu'on prenne notre responsabilité en main. Vous vous rappelez, quand Ahmed Bakayoko avait utilisé la phrase ici, il dit, monsieur le président Alassane Ouattara, vraiment, à un moment donné, on va commencer à vous désobéir. C'est Ahmed Bakayoko qui a utilisé cette phrase-là. Monsieur le président Alassane Ouattara, à un moment donné, on va commencer à vous désobéir. Parce qu'il a compris qu'il avait compris qu'en face de nous, là, ce ne sont pas des politiciens, c'est des sauvages. Donc la famille, nous devons faire la même chose. Préparons-nous, préparons-nous. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui viendra protéger nos vies et nos biens. C'est nous-mêmes, ça doit commencer par nous-mêmes. Donc si c'est, portez-vous bien et préparez vos lequins. Préparez tout ce que vous pouvez préparer pour protéger votre vie. Parce que nous avons affaire avec des sauvages. Les jours, ils vont faire sortir les militants. Il faut qu'ils viennent trouver que nous, on est prêts. Nos lequins sont prêts. Tout ce que peut nous protéger notre vie et nos biens sont déjà à côté de nous et prêts. Donc préparez-vous et ne négligez pas. Hein. Faut jamais vous allez prendre ça, vous allez négliger ça. Le jour où ils vont commencer, on va bien faire ça pour leur donner. S'ils pensent que c'est eux seuls qui connaissent la violence et que c'est cette violence-là qu'ils vont prendre pour faire du chantage à le président Alassane Ouattara, nous les enfants du président Alassane Ouattara, nous sommes plus violents. On va vous montrer que nous, là, on est plus violents que vous. Mais c'est parce que la violence n'est pas bon que nous, on est restés sages. Mais si vous voulez qu'on fasse pareil comme vous, là, on va le faire et on va bien faire ça pour vous donner. Si c'est, portez-vous bien la famille.